Donc, je m'appelle Mathias Fay, je suis actuellement directeur du domaine de la pêcherie à Alamans. C'est la plus grande production de kiwis biologiques de Suisse. Je suis arboriculteur, j'ai mon propre domaine agricole où j'ai planté des arbres fruitiers depuis 15 ans. Et auparavant, j'étais ingénieur en télécom, et donc ça c'est mon titre, et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'automatisation industrielle. Donc j'ai des casquettes très différentes. En tant qu'agriculteur, j'y suis extrêmement exposé, on l'est tous, mais on constate évidemment que ce métier-là travaille au quotidien avec la météo. Pour nous, c'est un facteur du quotidien et qui fait la réussite ou la perte. Et donc, en particulier aujourd'hui où on a des extrêmes, des modifications au quotidien, et en tant qu'ingénieur, j'aime comprendre, en tout cas ce qui m'arrive au quotidien, et si possible de pouvoir prendre des décisions pour le futur. Un arboriculteur, on appelle ça des plantes pérennes. Ça veut dire que quand on plante un arbre, en général, on le plante pour 30 ans minimum. C'est-à-dire que mes choix aujourd'hui, si possible, je devrais pouvoir tenir compte de ce qu'il va se passer ces 30 prochaines années. Donc les phénomènes climatiques et tout ce qu'on en dit aujourd'hui sont intimement liés à mon métier. La géo-ingénierie, c'est un sujet qui d'un côté impacte peut-être mes activités, d'un autre côté, en tant que conférencier qui a parcouru pendant une année 10-12 salles, c'est la question la plus récurrente dans le public. C'est-à-dire que j'observe que, de mon point de vue, ce qui arrive, c'est qu'on nous sert ce narratif climatique, cette urgence ou ce catastrophisme au quotidien, et de plus en plus de gens se posent la question, est-ce que les techniques existantes, qui ont été testées depuis 150 ans, est-ce qu'elles sont déjà utilisées bien plus que ce qu'on nous dit, mais peut-être même de façon officielle, et parfois peut-être de façon inofficielle. Et c'est cette thématique que j'aborde aujourd'hui parce qu'elle est très présente dans la tête de nombreuses personnes. Ce qui est sûr et qui est factuel, et qu'on peut retrouver dans des sources officielles un peu partout, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'activités réelles, officielles et prouvées. C'est-à-dire que vous avez autant des programmes scientifiques de recherche, des phases d'expérimentation, mais aussi des entreprises qui vendent aujourd'hui des contrats et qui s'occupent de modifier, parfois c'est de la météo, parfois on prétend déjà pouvoir avoir un impact plus long sur le climat. Donc on a aujourd'hui déjà beaucoup d'activités qui sont absolument avérées. Ça, c'est la partie officielle. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui extrapolent et qui se disent, par le passé, et même dans le passé très récent, des gouvernements, des entreprises ne nous disent pas complètement tout ce qu'elles font. Que ce soit simplement pour des raisons parfois de protection de la population. Il vaut parfois mieux ne pas tout lui dire. Ça existe, ce genre de procédé. Des entreprises qui agissent pour des raisons peut-être de stratégie, sans forcément impliquer la population, sans l'en informer complètement. Et donc, on est vraiment dans un cadre où il y a ce qui est utilisé, mais il y a aussi ce qu'on pense deviner d'activités qui seraient déjà en cours, mais qui ne sont pas officielles. Et les techniques de géo-ingénierie sont vastes. Donc on décompose en 3 catégories, principalement. Dans chacune de ces catégories, on retrouve différentes techniques et il faut différencier pour chacune d'entre elles. Donc c'est un sujet vaste, complexe, mais on voit que actuellement, sous la pression qu'on met en fait sur la population en lui faisant comprendre au quotidien qu'on est dans une crise prétendue absolue, ça implique de plus en plus un discours, on voit y compris dans les médias, qui se pose ouvertement la question, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de mettre en œuvre et de façon plus massive ce qui est déjà testé. Au sujet de la modification de la météo, il y a des sujets qui sont bien connus, l'ensemencement de nuages est quelque chose qui a été pratiqué, y compris en Suisse. Au départ, c'était de manière générale, on parlait d'éviter des précipitations de grêle. Donc on provoque en fait la précipitation au-dessus de régions qui sont peut-être moins à protéger parce qu'il y a peut-être moins de valeur économique. Donc ça, c'est une pratique qui a eu lieu dès les années 70 en Suisse, par exemple. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a
mais en particulier dans les pays qui souffrent de sécheresse, il y a des programmes dans des pays du Moyen-Orient, par exemple, où le gouvernement paye des entreprises pour faire de l'ensemencement de nuages. Donc ça, c'est absolument non controversé, c'est officiel, les gens le reconnaissent. Ensuite, il y a toute la partie émergente où on continue à faire de la recherche et on commence à découvrir qu'il y a peut-être des procédés. On peut citer l'ionisation, qui aujourd'hui aussi, il y a des entreprises qui l'utilisent déjà. Donc là, plutôt que d'utiliser un procédé chimique, on va utiliser un procédé électrique qui permet de nouveau, en tout cas selon ces entreprises, d'augmenter les précipitations sur certains territoires. Une fois qu'on comprend cela, ça donne évidemment des avantages à certaines régions par rapport à d'autres. On voit aussi qu'il y a un enjeu qui va bien au-delà de la question locale, c'est un enjeu stratégique. D'ailleurs, les recherches dans ce domaine-là, durant la guerre froide, étaient très très poussées. Il y a d'énormes moyens qui ont été investis là-dedans, mais non seulement investis, mais qui ont été utilisés. Donc il y a dans l'histoire des exemples tout à fait réels de programmes massifs utilisés par les armées pour tenter, dans ce cas-là, pour reprendre l'exemple de l'ensemencement de nuages, il y a eu quand même pendant 5 ans une opération massive avec des flottes d'avions, des gros porteurs Boeing, pour ensemencer les territoires du Vietnam afin de perturber la logistique. Donc, pour donner un exemple, jusqu'où ça peut aller. Et on sait que l'armée ne nous dit pas toujours tout. Parfois, pour, selon eux, de bonnes raisons, il vaut mieux cacher au public ce qu'on fait. Il y a des projets comme Scopex, par exemple, 2014, qui ont envisagé, donc là, par exemple, on rentre plus dans ces sujets un peu plus controversés, qui sont, on va injecter des aérosols dans la stratosphère. Le but étant de renvoyer le rayonnement solaire vers l'espace. Ça devrait permettre de diminuer le réchauffement climatique. Et donc là, il y a des projets qui ont été bien financés dans des institutions reconnues, des universités dans le monde occidental, qui ont fait des essais de longue durée sur ce genre de pratique. La grande question, c'est, aujourd'hui, certains pensent qu'en fait, c'est appliqué au monde entier de façon massive. Moi, personnellement, je pense que c'est clairement utilisé plus que ce qu'on nous le dit. Par contre, pouvoir prouver que c'est aussi massif que certains le prétendent, moi, je n'ai pas trouvé ces éléments-là. S'il s'agissait d'un projet qui recouvre le monde entier, ça demande une logistique, je dirais même une industrie, qui devrait laisser plus de traces que ce que moi j'ai pu trouver. Mais ça n'empêche pas que des activités, il y en a. Et je pense qu'il y en a plus que ce que les gouvernements nous montrent réellement. Les chemtrails ont un nom, un terme scientifique. Parce que le chemtrails, si vous utilisez ce terme, on va tout de suite vous coller une étiquette qui vous met dans un coin, pour le dire comme ça. Si vous prenez le terme scientifique, c'est donc SAI, Stratospheric Aerosol Injection. Si vous utilisez ce terme-là, vous allez voir qu'en fait, c'est un sujet tout à fait débattu dans des institutions, dans des entreprises, dont vous le tapez, vous allez trouver des sujets sur le site internet de l'EPFL, par exemple. Donc, on sort le même sujet, si vous le nommez d'une façon ou d'une autre, vous n'allez pas du tout vous retrouver dans les mêmes sphères. Et pourtant, c'est un sujet tout à fait débattu, en tout cas dans certains cercles. L'ensemencement de nuages est une technique qui vise à faire tomber la pluie, pour faire simple. Et c'est une technique qui est utilisée probablement par une des premières techniques. On a commencé en 1850 à expérimenter dans ce domaine, en provoquant simplement de grands feux. Les feux provoquant de la suie montant dans les nuages. La suie, en fait, ces microparticules représentent le noyau autour duquel l'eau va se condenser avant de retomber. Et on a observé que ça fonctionnait parfois. C'était une science inexacte. Et par la suite, on a évidemment continué à rechercher. On a trouvé des substances qui sont plus intéressantes, plus efficientes pour déclencher en fait la précipitation. Et donc dans ce domaine-là, et j'en parlerai dans ma conférence, il se trouve que ça va beaucoup plus loin. Ça ne s'est jamais arrêté dans les faits. Il y a des techniques de géo-ingénierie qui sont probablement encore plus dans l'esprit de chercheurs ou d'inventeurs, comme des miroirs dans l'espace. Oui, ça a été testé
mais c'est tellement cher que je suppose, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est tellement envisagé. Ensuite, il y a clairement des techniques qui sont beaucoup plus directement utilisables aujourd'hui, qui ont été expérimentées et qui ont des effets tout à fait déjà mesurables aujourd'hui. Maintenant, là aussi, c'est souvent controversé, mais pour reprendre l'exemple de l'ensemencement de nuages, il y a eu un fait historique. En 1952, il y a eu une inondation dans un village du sud de l'Angleterre. Alors bien sûr, il y a des gens qui vous diront mais c'était naturel, un phénomène naturel qui a provoqué des inondations, il y a eu des morts. Si vous prenez la version plus controversée, ils vous diront oui, étonnamment, le programme officiel du gouvernement britannique qui visait l'ensemencement s'est arrêté 2 semaines après. Donc, qui a raison? Difficile à dire exactement, mais il se trouve quand même aujourd'hui que, donc pour répondre à votre question, il peut y avoir des effets quand même très directs et néfastes à ce genre d'utilisation. Pour moi, il s'agit de la même façon que ce colloque d'aujourd'hui vise à ramener du débat public dans le domaine de la géo-ingénierie. Je pense que c'est très important et on voit qu'on utilise ce qu'on appelle coller des étiquettes négatives en général aux gens qui s'intéressent à ce sujet. Je pense qu'il y a vraiment besoin de plus d'attention, de plus de recherche, de plus de bonne volonté pour vraiment éclaircir ce qu'il en est vraiment. Il peut peut-être même y avoir des technologies qui sont utiles. Comme dans toute l'évolution de l'humanité, il y a des technologies qui sont réellement utiles. Peut-être qu'il y en a dans ce domaine-là. Mais ce qui serait intéressant, selon moi, c'est que ça soit un débat ouvert où on peut discuter, aborder les sujets de façon non controverse, y compris parfois peut-être des gens qui vont trop loin, qui s'expriment sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Mais on prétend être dans des démocraties, hein, en Suisse par exemple, donc ça devrait être des sujets qui doivent pouvoir être débattus comme tous les autres sujets de société. Et j'espère, en abordant ce sujet, en utilisant aussi un vocabulaire qui décrit les techniques, qui permet de commencer à comprendre qu'il s'agit de différentes techniques qui sont appliquées pour différentes raisons, d'amener en fin de compte la possibilité qu'on s'exprime de nouveau de façon plus fluide sur le sujet.